Parfait. Boker Tov et Shavua Tov. Nous entamons aujourd'hui le dernier cours de la saison. Je propose de reprendre. Oui, aïe aïe. C'est pas grave. Première fois que ça arrive. Ouais. C'est quand même un signe que le présentiel doit reprendre. C'est bon. Je ne me vois pas, c'est pas grave. Normalement, si, vous êtes là. Ah bon, d'accord. Très bien. Donc, je vous propose de reprendre le dernier passage que nous avons étudié dans la Gemara, Daf Nun Zayin Amud Bet, à l'avant-dernière ligne de la page, pour commencer le sujet. Tanu Rabbanan, nos maîtres enseignent dans une baraïta, Shlosha Dvarim Nemru Be'istama. 3 enseignements ont été dits par nos sages concernant le istama. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que le istama? Nous avons vu la semaine dernière 2 explications. L'explication de Rashi qui disait que c'était un petit fichu qui était utilisé comme fichu complémentaire pour attraper les petites touffes de cheveux qui échappaient, qui sortaient du fichu principal. Alors que, d'après de nombreux maîtres, comme le Rabbeinu Hananel et le Rif, c'était quelque chose qui était là pour chasser les mouches, pour empêcher les mouches de s'installer, de gêner, de s'installer sur la figure. Et donc, ce sont les 2 explications. Donc, il y a 3 enseignements qui ont été donnés à son propos. 1. Enba Mishum Kilaïm. Il n'y a pas d'interdit de mélange laine-lin, c'est-à-dire on peut porter ce petit chapeau, de toute façon c'est quelque chose qu'on met sur la tête, que d'après les 2 explications, on peut la porter même s'il y a de la laine et du lin. Deuxièmement, Enamitama Bingaim, elle ne peut pas recevoir l'impureté, la pureté de la lèpre. Les lèpres qui sont désignées dans la parashat Tazria Metzora, eh bien, ne peuvent pas contaminer ce type de vêtements. Ve'yot Simba le Roshut Arabim, et le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec dans le Roshut Arabim, de peur qu'on l'enlève et qu'on vienne à le porter. Alors, on va marquer la pause ici, la braïta n'est pas terminée, puisqu'il y a encore d'autres enseignements, mais déjà là, on avait commencé à faire le commentaire. Alors, on avait vu que. Pourquoi? Alors, on revient maintenant sur le dit de Kilaïm. C'est là qu'on est resté la dernière fois. Enba Mishum Kilaïm. Pourquoi il n'y aurait pas d'interdiction de mélange entre la laine et le lin? On avait vu que Rashi avait dit, on peut le refaire, le Rashi, c'était l'avant-dernier, Enba Mishum Kilaïm, chez Asuya Komin Levet, chez Corinne Feutre, et Natvia. Il n'y a pas de fil, les fibres ne sont pas filées. Et pour qu'il y ait un problème de Kilaïm, il faut que ce soit Shua, Tavoui, Velouz. Il faut que ce soit peigné et filé, et ensuite tissé. Donc là, il n'y a pas l'étape de filature. Par conséquent, ça ne peut pas être interdit au titre de Kilaïm. Et nous avons vu l'objection de Tosfot, qui avait dit, mais enfin, on peut le refaire si vous voulez rapidement dans juste le début, sur le Tosfot Enba Mishum Kilaïm, Perash Rashi Mishum She'ena Tavoui. Rashi a expliqué que la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdiction de Kilaïm, c'est parce que c'est pas filé. Le Riva Omer, et le Riva Rabbi Yitzhak Ben Asher, la Tosfot, dit que c'est pas possible. De Mishum Achi En Le'atir, pour cette raison, on ne peut pas donner une permission. De Atnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Kilaïm qui dit qu'à Levadim Asurim, que même si c'est du feutre et que ça n'est pas filé, c'est quand même interdit. Il faut comprendre interdit midrabanan, mipnei she'en shu'in, parce que
c'est vrai qu'il n'y a pas Tavoui, mais il y a Chouïm. Et donc Chouïm, ça veut dire le peignage a eu lieu. Et il suffit qu'il y ait une des trois étapes requises par la Torah pour qu'il y ait une défense rabbinique. Donc c'est interdit par les rabbins. Comment Rashi peut-il dire que c'est interdit? Alors on est resté là-dessus la dernière fois, on a dit qu'on n'a pas donné de réponse la semaine dernière, donc il faut maintenant la donner. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Il a juste passé. La balayeuse, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre après Rashi? Alors, on avait vu déjà la semaine dernière, on avait eu une idée, c'est de dire que quand la Mishnah, la Braïta dit ici, il n'y a pas l'interdit de Kilaïm, il faut comprendre, il n'y a pas l'interdit de Kilaïm de la Torah. Et à ce moment-là, tout est réglé, parce que Tosot reconnaît qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah, il veut dire qu'il y a un interdit rabbinique. On avait vu cette réponse envisagée par le Ran, et le Ran avait dit, mais on ne peut pas dire ça, parce que quand le texte dit, il n'y a pas de Kilaïm, ça laisse entendre qu'il n'y en a pas du tout, ni d'Oraïta, ni de Rabbanan. Sinon, il aurait fallu préciser, Enba Kilaïm, ni la Torah, Kilaïm, ni de Rabbanan. C'était ça la question. À la réponse envisagée, la réfutation du Ran. Donc, nous allons voir maintenant, donc, sur le plan méthodologique, quand on a un problème, une question de Tosot sur Rashi dans Masechet Shabbat, donc le premier auteur que l'on consulte, c'est le Maguiné Shlomo, bouclier de Salomon. Et là, bien entendu, il ne trouve pas ici. Ah non, c'est un livre en soi. C'est un livre en soi. Et donc c'est le grand-père du Pnei Yoshua. Il avait écrit des commentaires sur de nombreux traités. Malheureusement, ces commentaires ont été égarés, perdus. Et nous n'avons que sur Shabbat et encore une autre Masechet, je peux l'appeler. Alors, en tout cas, dans Shabbat, on en profite. Alors, voilà ce que dit le Maguiné Shlomo. Vani Omer, donc il rapporte tout ce qu'on a dit, et il dit comme ça. Et moi, je dis, par rapport au Ran, qui disait, c'est pas possible de dire que, on veut dire qu'il n'y a pas d'interdit minatora. Vani Omer, de Matsinu Kayotse Beze, Bemishna, Perek Batra de Kilaïm. Nous avons trouvé une Mishnah dans le dernier chapitre de Kilaïm qui dit cela, enfin qui dit quelque chose de semblable, à savoir, Detnan, la Mishnah dit là-bas, Eno Asur Mishum Kilaïm, Ella Tavoui Ve'arig, n'est interdit au titre de Kilaïm que si c'est filé et tissé. Ve'al-Kochach. Or, on est bien obligé de comprendre que Perusho, Mishum Kilaïm d'Oraïta, quand la Mishnah nous dit ça, c'est qu'elle sous-entend, quand elle dit que En Asur Mishum Kilaïm, il faut bien comprendre que c'est Midoraïta. De Midrabanan, Afilu Harig le Chud Asur. Que mot, chez Asur Shua le Chud. Comme on a vu ici que peigner tout seul suffit, tisser tout seul suffit, Midrabanan. Donc on a la preuve, contrairement au Ran. Donc c'est une attaque contre le Ran. Le Ran a dit que ce n'est pas possible, si la Mishnah voulait dire, ou la Braïta voulait dire que c'est Assour comme Midrabanan, elle aurait dû préciser. Il dit, mais on a une Mishnah explicite qui dit qu'il n'y a pas de Kilaïm. Or on est obligé d'interpréter, il n'y a pas de Kilaïm de Oraïta, mais il y a Kilaïm de Rabbanan. Et j'ai vérifié dans les Mefarshim sur cette Mishnah, précise bien sur El Assour Mishum Kilaïm, Tiferet Israël dit de Oraïta. Donc on voit que ça existe. Alors le Ran a beau dire il aurait fallu le préciser, mais on voit bien que la méthodologie des Tanaïm n'est pas de le préciser. Donc la réponse envisagée par le Ran, on peut la rétablir. Alors c'est un problème pour le Ran. Le Ran n'a pas pensé à cette Mishnah. Peut-être que le Ran s'est dit oui, on pourrait répondre comme ça, mais c'est forcé. Dans la mesure où il y a des réponses qui sont plus faciles avec Tosfot, alors peut-être qu'il a préféré, comme il y a une autre solution, n'empêche que pour Rashi, on peut très bien dire, voilà, il y a un précédent, il y a une Mishnah. Une Mishnah, c'est pas n'importe quoi. Il y a une Mishnah qui dit, il n'y a pas d'interdiction de Kilaïm, et on est obligé d'interpréter, il n'y a pas l'interdiction de Kilaïm de la Torah, mais il y en a une de Rabbanan, alors que ce n'est pas explicite dans le texte. Et là, Al-Kocha, donc on est obligé d'admettre que la Shon Tanaïm, que dans la manière de parler, de s'exprimer des Tanaïm, Stam Kilaïm ou de Oraïta.
quand on emploie la terminologie de kilaïm sans précision, ça sous-entend que c'est d'oraïta. Donc le mot kilaïm, c'est d'oraïta. Ça c'est important ce qu'il dit ici. Stam kilaïm ou d'oraïta, ben qu'un kushia, donc il n'y a plus de question. Alors moi je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que si on se reporte à la Mishnah que Tosfot a citée pour montrer que même lorsqu'il y a pas le tavoui, c'est quand même interdit. Qu'est-ce que disait cette Mishnah? Le Riva Omer de Mishumachri en Latir de Atnan à Levadin Asurin Mipnei She'en Shu'im. Vous remarquerez qu'il n'y a pas écrit Asurin Mishum Kilaïm. Bon, on est dans le traité Kilaïm de toute façon. Mais il n'y a pas écrit Asurin Mishum Kilaïm, écrit Asurin. Alors que dans la Mishnah de dernier Pérec, on est toujours dans Kilaïm, et là on va mettre Asurin Mishum Kilaïm. Donc ça renforce la réponse du Maguiné Shlomo, c'est-à-dire que dans les Tanaïm, quand on dit Mishum Kilaïm, c'est d'Oraïta. Sinon on dit Asur. Mais on ne dit pas Mishum Kilaïm. Le mot Kilaïm par défaut, c'est d'Oraïta. Alors dans notre Braïta, on n'aurait pas pu dire Asur, parce que Shloshat Varim Nemru Beistama, si on disait Asur, on n'aurait pas su de quoi il s'agit. Alors soit il aurait fallu dire Asur de mettre de la laine et du lin, ou alors on aurait pu dire Enba Mishum Kilaïm Afilu Midrabanan ou Mutar Mishum Kilaïm. On aurait dit quelque chose, on aurait pu dire comme ça. Mais si on dit Enba Mishum Kilaïm, dans le Lachon des Tanaïm Star, on est censé comprendre de Horaïta. Et voilà comment on résout l'objection qui avait été formulée contre Rashi. Et maintenant, nous allons reprendre la fin du Tosfot. Nous avions marqué la pause. Vous voyez que là où c'est souligné dans Tosfot. Alors, qu'est-ce que je résume en quelques phrases ce qu'on a vu dans le Tosfot, la conclusion seulement. C'est pas la peine de revenir sur le Riva. Je reviens sur l'explication de Tosfot, de la conclusion de Tosfot. Tosfot disait que ici, la particularité de ce istama, c'est que le matériau est dur, c'est du feutre dur. Alors, le Riva avait dit quand c'est dur, il n'y a pas de kilaïm d'oraïta. Le Tosfot a réfuté ça. Il a dit non, dur ou pas dur, ça ne change rien. Par contre, quand on a affaire à un kilaïm de Rabbanan, s'il est dur, alors on a le droit de le mettre, dans ce cas-là, on a le droit de le mettre dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait la Xéra. Ouais, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait la Xéra. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce chapeau-là, ou ce fichu-là, on a le droit de se le mettre sur la tête, parce qu'il est dur et qu'il est de Rabbanan. Donc, quand c'est de Rabbanan déjà, et qu'en plus il est dur, alors les Chachamim ont levé l'interdiction. Donc, c'est comme ça qu'il avait dit. Et ensuite, Tosfot avait abordé autre chose, il avait élargi la réflexion, et donc il avait expliqué que même lorsque c'est... Il avait dit qu'il y a des cas, même où c'est pas dur, où c'est tendre, mais il avait abordé la question de savoir, parce que il avait cité un passage de la Gemara qui en parlait, de rappeler que Minatora, dans Kilaïm, ce qui est interdit, c'est de le porter sur soi. Comme dit le verset, Kilaïm Shatez, Lo Yale Alecha. Donc c'est ce qu'il y a Ha'ala'a et Asur d'Oraïta, qui s'oppose à Atsa'a Tachat. Atsa'a Tachat n'est pas interdit par la Torah. Mais donc dormir sur des édredons, par exemple, non pas des édredons, des matelas, dormir sur des matelas qui sont en laine et en lin, il n'y a pas l'interdit toraïque. Mais il y a l'interdit rabbinique. L'interdit rabbinique a été de peur qu'il y ait un fil qui sort et qui recouvre la personne qui dort. Et la xéra a été telle, la Tosfot ne l'a pas cité, mais c'est connu, que même s'il y a 10 matelas superposés les uns au-dessus des autres, et que c'est le 10e qui est en lin et en laine, eh bien la xéra reste.
On n'a pas fait de différence et donc ça a été interdit. Alors, à ce sujet-là, Tosfot disait, mais cette zéra n'est faite que lorsque c'est quelque chose qui est mou et où il y a la possibilité que ça passe par-dessus. Mais quand c'est quelque chose de dur, par exemple, et comme il a donné l'exemple de la selle d'un âne, mardaat, ou alors karim ou ksatot, ou bien des matelas ou des oreillers, mais qui sont en matériaux durs, là, il n'y a pas le risque que ça passe par-dessus, et donc là c'est permis même midrabanan. Voilà là où on était resté la dernière fois. Et maintenant donc Tosfot a élargi, c'est-à-dire en quelque sorte il a exploité le fait qu'il y avait une petite souga qui parlait de Kilaïm pour aborder la halakha de Kilaïm. Donc Tosfot dit souvent que la méthode principale de Tosfot c'est de faire du commentaire de la Gemara, mais parfois Tosfot bifurque, change de casquette et prend la casquette du décisionnaire. Et là c'est le cas ici. On a bifurqué du commentaire sur Kilaïm pour donner des règles de halakha concernant les lois de Kilaïm. Et là, vous voyez, la suite va être encore plus explicite à ce sujet. Ve al otan koch pour punch. Alors c'est du français ça. Donc en fait le shin, j'ai dit coach. C'est comme ça que les gens qui ne savent pas le français, ils sont censés lire. Mais on sait très bien que dans les lazines, quand il y a un shin à la fin, c'est le S du pluriel. Donc c'est simplement le pluriel. Donc enlevez le pluriel, mettez au singulier, ça donne les cottes. Comme cottes de mailles. Au Moyen-Âge, on portait des cottes. Donc les cottes, ce sont des tuniques. Les tuniques, on les appelait cottes. Alors quelle cotte? Pourpoux, est-ce que quelqu'un voit le mot français qui ressemble à ça? Pas difficile. Pardon? Comme en anglais c'est plus. En français? Pourpoint. C'est un terme qui est classique du Moyen-Âge. Alors c'était quoi le pourpoint? Le pourpoint c'était un vêtement qui recouvrait le torse jusque sous la ceinture. Voilà, c'est ça le pourpoint. Donc la cotte pourpoint, on parle de la cotte pourpoint. Il y a des cottes ceci, il y a des cottes cela. Et là maintenant, on va voir que c'est Rabbi Yitzhak de Dampierre qui va donner la halakha sur les cottes pourpoint. Alors, Valotan, cotte pourpoint, et au sujet des cottes pourpoint, Eshiv Rabbi Yitzhak qui a répondu. Visiblement, il a été consulté. On lui a posé la question de savoir si quoi? Alors, c'était quoi la question? On va voir en fonction de la réponse quelle était la question. Parce qu'a priori, il s'agit de cottes pourpoint qui sont en châtenaise. Donc, c'est du châtenaise qu'on revêt. C'est évident que c'est interdit. Donc, quelle pourrait être la question? On va voir en fonction de la réponse, on va essayer de deviner quelle était la question. Donc, au sujet de ces cottes pourpoint, Rabbi Yitzhak, c'est le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, neveu de Rabbeinu Tam et du Rashbam, fils de la sœur de Rabbeinu Tam et du Rashbam. Chez Im Yesh Betochan, qu'il est begadim, chez Tsemer et chez Pishtan, il a dit que si à l'intérieur il y a Belae Begadim, Shel Tsemer et Shel Pishtan, Belae Begadim, c'est des vêtements usés, c'est des chiffons provenant de vêtements usagés, soit de laine et de lin, à l'intérieur. Donc ça veut dire que on comprend que c'est, comment on appelle ça, matelassé. Donc vous avez l'extérieur, vous avez une enveloppe. Et pour le rendre pour le chauffer, pour l'hiver, ou ce genre de choses, on met un fourrage à l'intérieur. Alors le cas dont il parle ici, c'est que l'extérieur doit être... C'est pour la forme. C'est pour que la forme soit... Ça peut donner une forme aussi, oui, d'accord. Ça peut être pour la forme, ça peut être pour le reste. Et donc il y a l'enveloppe extérieure, et à l'intérieur on a mis des... Alors on comprend que les bégalim, comme c'est du fourrage, ça n'a pas besoin d'être des choses de valeur. Donc on recycle, c'est du recyclage. On récupère des vêtements usés, on les met à l'intérieur. Mais seulement ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des vêtements de laine et des vêtements de lin. Et ensuite on va les recoudre ensemble. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est qu'il aille ou pas? Oui, ils sont juste mélangés comme ça, et ni cousus, ni... Si, on va voir. Alors on va voir dans la suite justement.
Imiesh betochan. Donc on lui a posé la question, qu'en est-il? On comprend que la question qui a été posée à Rabbi Yitzhak, c'est qu'en est-il de ces codes pourpoints qui contiennent à l'intérieur un fourrage de laine et de lin? Alors il dit, ça dépend. Imiesh betochan, qu'il est begadim shel tsemer veshel pishtan, venitrav ba'en amachat, shtet firot, et qu'il y a 2 points de couture, littéralement, l'aiguille a été enfoncée dedans avec 2 points, asurin be'ala'a. Et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les mettre sur soi. Afilu chut atefira shel kanvus o shel meshi. Et même si le fil de couture lui-même n'est pas lié à Chatnez, c'est soit du canavus, c'est-à-dire du chanvre, o shel meshi, de la soie, c'est quand même interdit. Chez lo itiru karim ou ksatot, parce que lorsque plus haut on a dit qu'on avait permis les oreillers et les matelas de laine et de lin, et la be'atsa'a, on avait permis ça uniquement de le mettre sous soi. Aval be'ala'a, l'eau. Mais si c'est mettre sur soi, c'est interdit. Alors là, je me suis posé la question, mais c'est évident. Pourquoi on a posé la question? Mais qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On a ici de la laine et du lin qui sont cousus ensemble, et il me dit on n'a pas le droit de les mettre sur soi. Ben évidemment, la Torah dit Beget kilaim she'atnez alecha. Quelle était la avamina? On avait compris s'il devait être tissé en même temps. Voilà ça. Alors voilà, c'est ça. J'avais cité 2 chitotes. Il y en a qui disent que pour que ce soit sur d'Oraïta, il faut que le choua tavou venouz soit tout en même temps. Et il y en avait qui disaient pas du tout. L'essentiel c'est que ce soit choua, que le laine soit choua, le lin soit choua, la laine soit tavouille, le lin soit tavouille. Et ensuite yachdav, après vous les unissez par 2 points de couture, c'est terminé. Et c'est déjà assour d'Oraïta. Si Tosfot avait cette chita-là, il n'y avait pas de question. Donc j'en déduis que la chita de Tosfot, du Rabbi Yitzhak, c'est que ce n'est assour d'Oraïta que lorsque les 3 opérations ont été faites ensemble. Et comme ce n'était pas le cas ici, alors la question se posait. Donc il n'y a pas d'assour d'Oraïta. Alors est-ce qu'on peut les mettre? Surtout lorsque le fil n'est pas lui-même de la laine et du lin. Alors il dit, midrabanan, ça restera interdit. C'est vrai qu'on a dit qu'on avait le droit de mettre karim ou ksaton, mais c'était en dessous. Mais au-dessus, la midrabanan, c'est assour. Donc si c'est assour de comme c'était mutar minatora, on comprend que la question a été soulevée. Mais si on dit que la chita et qu'il y a Issour d'Oraïta, c'était même pas de question. Peut-être une suggestion, parce que j'ai des images comme ça de films du Moyen-Âge, etc. Et il y a des pourpoints qui étaient peut-être un peu faits comme des coussins, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe intérieure, une enveloppe extérieure, et au milieu, il y a donc un ouvrage. Ouais. Hein, ouais. Mais il y en a qui sont cousus avec des espèces de losanges. Voilà. En français, ça s'appelle molletonné. Voilà, molletonné. Alors, si c'est pas cousu, alors peut-être ce serait permis. Mais si c'est cousu par-dessus, alors du coup, ils sont attachés ensemble. Et alors, à ce moment-là, ça. Oui, mais ça ne répond pas à ma question qui était, mais c'est évident que c'est interdit. Non, c'est ce qu'il dit peut-être, c'est qu'on avait des losanges qui étaient l'un à côté de l'autre et on mettait dans les losanges, c'est-à-dire qu'on n'attachait pas le rembourrage. Mais c'est pas ce qu'il dit. Non, parce que là on a dit le rembourrage, on pique 2 fils pour les tenir. Alors que là il dit juste on les. Mais c'est pas le cas. La question a été posée dans le cas du riz, pas dans un autre cas. Oui, dans le cas où ils étaient piqués ensemble. Si la question avait été posée dans un cas où ils ne sont pas cousus ensemble, alors là, je comprends même je dirais même que c'est permis. On va le voir dans la suite, c'est permis dans ce cas-là. Mais il ne parle pas de ça. Donc dans la mesure où il ne parle pas de ça, je ne comprenais pas quel était le chidouche. Alors je dis le chidouche, c'est comme d'Oraïta c'est moutar. On peut se poser la question si les Khamim l'ont interdit. Voilà. Sans être cousu, c'est presque impossible. Ça ne tient pas. Si c'est pas cousu, si c'est pas tout. À part ça. On va voir qu'il y a un autre cas. Alors, on continue. Donc, voilà, on a expliqué. Donc, Ala'a, c'est moutar, mais Atsa'a, ça sera. Ala'a, c'est interdit. Par contre, sous-entendu, la Atsa'a, si on veut s'asseoir dessus, ça, c'est un autre problème. Par contre, Aval, Imen, Betochan,
rak gizet semer. Ah, nouveau cas maintenant. Donc, on ne parle plus des vêtements usagés, mais de gizet semer, de la tonte, le produit de la tonte de laine, de la laine tondue brute. On a tondu les moutons, on a pris de la laine et on l'a mis à l'intérieur. Comme dans les oreillers. Comme les matelas, les oreillers. Les bons oreillers. Yachol liot de Moutar Afbala. Alors vous voyez, il n'est pas sûr de lui. Et il dit c'est possible que là, on aurait même le droit de les porter. Mais pourtant, c'est cousu. C'est cousu avec du lin. Et l'enveloppe, elle est en lin. Donc le cas, il est comme ça. On a une enveloppe de lin et à l'intérieur, on a mis de la laine brute. Et on l'a cousu. Et bien il dit, c'est possible que ce soit permis. Pourquoi ? She'en chut atefira mechabran la beged klal. Parce que dans la laine, le fil n'a aucun effet. Parce que comme c'est pas un vêtement, donc le fil il rentre, mais il n'a aucun effet de fixation. Il ne fixe rien dans la laine. C'est de la laine brute. C'est la laine brute. Donc vous mettez le fil dedans, ça joue pas. Alors à quoi il sert ce fil ? On le met alors. Et là, chez Mechaber, ou Mekarev, Shne Abegadim, chez Pishtan, chez En, Kisou Yakot, Shne Fdadin. Le fil qu'on met, c'est pour rapprocher ensemble les deux faces qui constituent l'enveloppe de cette cote. Mais c'est pas pour fermer l'enveloppe, pour que ça se tienne. Mais c'est pas pour fixer la laine avec l'enveloppe. La laine reste libre à l'intérieur malgré le fil. Donc il n'y a pas de yardav. Il n'y a pas le yardav. Ou mitorkar, mitadek. Alors on fixe. Donc je reprends dans les mots. Et là chez Mechaber ou Mekarev, l'objectif du fil, c'est d'associer, de rapprocher les deux faces, les deux vêtements littéralement, les deux faces en tissu de lin, chez Enkisu Yakot qui servent de couverture à la côte, Mishnet Zadim des deux côtés, ou Mitorkar, et par le fait qu'on a serré ensemble les deux faces, Mitadek Atsemer Sheventaim, par un effet mécanique, automatiquement, la laine qui se trouve entre les deux, eh bien, elle est fixée. Mais elle n'est pas fixée par le fil, elle est fixée par un effet mécanique. Renze Chibour que Chibour Ari Gotfira. Donc c'est pas ça que la Torah appelle Yardav. Ça n'est pas une fixation comparable à une fixation qui serait faite soit par un tissage ensemble, soit par une couture ensemble. Okshira Travalib de Babé Behema, nous avons vu également les cordes qui servaient à tirer les animaux. On avait dit que si la corde elle est en partie faite en laine et en partie en lin, là on n'a pas le droit parce que ça s'appelle kilaïm. Parce que là ça formait une seule corde et donc c'était raccroché, c'était serré et accroché ensemble. Mais là ça n'est pas, et donc peut-être, il n'est pas sûr de lui, peut-être que ça sera même permis midrabanan. Voilà donc vous voyez que c'était quelque chose c'était un module un peu séparé. Et c'est intéressant sur le plan historique de voir comment on a ici une Shela Utshuva de Rabbi Yitzhak sur les pourpoints en laine et en lin. Voilà. Fin de notre premier module. Et du point de vue à la chose, est-ce que le Yahabel a tenu compte de la vie Tosafot, par exemple, ou pas ? Dans l'ensemble, je parle. Sur quel point En général, quand il donne la halakha. Ah non, sur la halakha, vous savez très bien que le Mechaber se préoccupe absolument pas de Tosfot. Comme le Beth Yosef l'explique dans son introduction, parce que je rappelle que le Shulchan Aruch n'est qu'un mémento. Un mémento qui a été constitué par Rabbi Yosef Karo pour qu'on réétudie régulièrement le Beth Yosef. Le livre de base, c'est son monument, c'est pour ça qu'il est appelé Baït, c'est le monument de Joseph, c'est le Beth Yosef. Donc dans son introduction au Beth Yosef, il a dit « Je ne peux pas, moi, qui suis-je pour mettre ma tête au milieu des montagnes et dire je vais étudier ce qu'a dit Tosfot et ce qu'a dit un tel et je vais dire c'est lui qui a raison. » Je ne peux pas dire, moi je suis rien pour dire lui il a plus raison que l'autre. Mais il fallait donc quand même trouver une méthodologie halachique. Donc j'ai décidé de prendre comme source les trois colonnes principales de la halakha qui sont le Rif, Maïmonide et le Rosh.
Et après, c'est arithmétique. Je suis la règle de la majorité. Donc, dès qu'il y a consensus, le problème ne se pose pas. Si par contre, il y a désaccord, je prends l'avis majoritaire. Et quand je fais deux contre un, voilà. Et c'est ça que je fais. Comme le Rif et le Rambam, c'est la même école espagnole, que le Roche, c'est une autre école qui est l'école justement des Balei Tosfot, statistiquement, vous verrez que la plupart du temps, c'est la chita, quand il y a un désaccord entre Tosfot et le Rambam et le Rif, ben ça va être la chita du Mechaber et la chita du Mechaber sera celle du Rif et du Rambam, puisque c'est celle de la majorité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Shulchan Aruch a publié son ouvrage, le Bet Yosef, et le Shulchan Aruch surtout, le Roma s'est dit mais c'est pas possible, parce que les Ashkenazim s'y retrouvent pas, parce que les Ashkenazim ont plutôt tendance à faire comme le Roche, et là ils s'y retrouvent pas. Et là le Roma a fait une œuvre incroyable, au lieu de dire moi je vais faire un livre pour les Ashkenazim, il a dit non, je vais compléter. Il a appelé son livre Shulchan Aruch, la table mise. Moi je vais mettre une nappe dessus simplement. Il a intitulé son livre Mappa, la nappe, et il a mis des annotations en disant Aga, et certains disent, quand il y a un désaccord, il dit Mechaber a dit comme ça, oui c'est vrai, mais certains disent autrement, et c'est notre coutume. Et comme ça tout le monde s'y retrouve, aussi bien Séfaradim qu'Ashkenazim. J'ai souvent dit ça, mais bon, on m'avait donné l'occasion de le rappeler. Alors on passe au Tosfot suivant, si vous voulez bien, ou même plutôt on va d'abord faire Rashi. On revient à la Gemara, deuxième halakha qui a été dit à propos du Istama, Eina mitmea benegaim. Elle ne reçoit pas l'impureté de la lèpre. Pourquoi ce vêtement, comme tous les vêtements, la Torah quand elle parle des lèpres, elle parle des lèpres des vêtements. Il y a la lèpre du corps, il y a la lèpre des maisons, il y a la lèpre des vêtements. Donc c'est un vêtement. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de loi de lèpre sur ce vêtement-là? Rashi, Eina mitma ben gaim, c'était le dernier Rashi de la page, on l'avait déjà vu l'autre fois. Mais haïta magoufé. En fait, c'est la même raison que celle qui a été invoquée précédemment pour le kilaïm, à savoir de gaben negaim ktiv nami beged veyalif mikilaïm shua vetavoui. Et bien justement, parce que la Torah parle de beged dans la lèpre, mais quand elle a parlé de kilaïm, elle a aussi parlé de beged. Et le beged de kilaïm, elle a rajouté shatnez, au beged kilaïm shatnez. Alors on fait une sorte de xerashava, et on dit de la même façon que le beged de kilaïm, pour être concerné par la loi de kilaïm et porter le nom de beged, il faut qu'il soit tavoui, entre autres filé. Là aussi, il faudra que ce soit filé. Et comme nous avons dit que ce chapeau-là n'est pas fait avec des fibres filées, et que c'est la raison pour laquelle il échappait à kilaïm, eh bien il échappera aussi à negaïm. C'est logique comme tout. Voilà ce que Rashi nous a dit. Là, on va voir ce que Tosfot en pense. Ve'eina metama benegaïm. Cacher le riz. Le même Rabbi Yitzhak, dont nous avons parlé tout à l'heure, a une question. Ma'igriya benegaïm. Mais pourquoi limiter cette exemption à kilaïm? D'après ce que Rashi a dit. Rashi a dit c'est kilaïm parce que c'est beged. Donc beged c'est comme ça. Mais afilou bemet vesheret lomitama. Mais il n'y a pas que la toumat negaïm qui ne va pas contaminer ce vêtement-là. D'autres catégories d'impuretés, comme par exemple le met, l'impureté communiquée par un mort, dont nous avons parlé dans la paracha de la semaine d'hier, à propos de l'après-Midian, il y a écrit Titrateu, Kol Beged, Cholor Titrateu, il y a bien écrit là-bas que tous les vêtements qui avaient été touchés par un mort pendant les combats devaient être purifiés par la vache rousse. Donc il y a l'impureté du mort, et il y a aussi Sheretz, les Shmona Shratzim Amurim Batorah, c'est dans la parashat Shmini, la Torah énumère 8 bestioles particulières, dont le Achbar, ou le Ta'a, le lézard, etc., et dont elle dit qu'ils sont, quand elles meurent, elles sont sous impureté. Ça s'appelle Tumat Sheretz. Donc il y a Tumat Met et Tumat Sheretz, c'est la même chose. De Baïnan, Tavoui, Ve'arig. Là-bas aussi,
il y a une exigence que pour recevoir l'impureté, il faut que le textile en question, il ait été filé et tissé. Kede Amar le Kaman Afsamerdalet. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on étudiera nous-mêmes plus loin, page 64a. Alors si on regarde page 64a, on verra que comment est-ce qu'on déduit ces dînes qu'il faut que ce soit avoué à Haroug. Dans Sheretz d'abord, parce que la Torah a parlé de sac, à propos de Sheretz, elle dit si un Sheretz a touché un sac, et un sac, c'est avoué à Harig. Par définition, un sac, il est filé et tissé. Et ensuite on dit, donc Masak t'avoué à Harig, Af Beged t'avoué à Harig. Donc pour être contacté par un Sheretz, il faut qu'il y ait t'avoué à Harig. Et ensuite, et le Met, le Met, il y a une Zerachava. On voit là-bas dans Samordalot Tamoud Aleph, il y a écrit Beged Ve'or dans Sheretz, il y a Beged Ve'or dans Met, et donc on fait Xerashava. Et donc la règle est étendue aussi à Met. Donc il y a tout, Tavouï Ve'arig, et requis aussi comme condition de recevoir l'impureté pour Met et Sheretz. Pourquoi est-ce ici on se borne à Negaïm? Donc il est d'accord avec Rashi que Negaïm n'est pas tamé pour cette raison, mais si c'est ça la raison, on aurait dû étendre aussi à Sheretz et à Met. Voilà la question de Tosfot. Vomeri, alors le riz répond de mitame bemet ou shratzim. Et bien que malgré tout ce qu'on vient de dire, et malgré le fait que ce vêtement-là n'est pas filé, et bien il va échapper à la règle qu'on vient de dire, et lui recevra l'impureté. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est un cas particulier. Alors, quelle est sa particularité? On va comprendre. Mitame bemet ou shratzim mikal vachomer de pachim ktanim. Parce qu'on va faire un raisonnement a fortiori à partir des petites cruches. Le pachim ktanim dont il va être question, vous voyez dans la Masoret Hachas, le Kaman Peidalot Amudbet. Qu'est-ce qu'on voit là-bas dans la Gemara? La Gemara nous dit que pachim ktanim théorim bezav. Alors j'explique, zav c'est une source d'impureté. Lorsqu'une personne a un écoulement qu'on appelle zav, c'est pas du sperme, c'est une maladie et c'est un autre type d'écoulement, mais qui s'écoule aussi par du même endroit. C'est ça qu'on appelle le zav, et il est donc source d'impureté. Mais source d'impureté, il rend impur notamment mishkav et moshav. Même sans toucher ce sur ce qui lui sert de siège ou de couche, si un zav s'étend dessus, même s'il ne le touche pas, ça le rend tamé. Mais par rigtanim, il ne rend pas tamé. Si il s'assoit sur une cruche, en argile, il ne la rend pas tamé. Pour quelle raison? Alors la raison, Tosfot ne la dit pas ici, mais parce que en lo tahara b'mikvé, vous savez que le cheres ne peut pas être purifié au mikvé. Et il y a umakshinan mishkavo lo. Dans la Torah, quand on parle du zav et de l'endroit où il se couche, mishkav, c'est juxtaposé. Et donc on fait un hekesh. Et on dit que pour que le mishkav soit tamé par le zav, il faut que comme le zav, il ait une purification possible au mikvé. Le zav, quand il cesse d'être zav, il doit faire, on en a parlé déjà, il doit faire une sphira, comme pour la femme Nida. Et en plus, comme la zava en vérité, il doit faire sheva nekim, il doit vérifier pendant 7 jours qu'il n'y a pas d'écoulement. Et ensuite, il va au mikvé et il est purifié. Donc, le mishkav, il ne le rend tamé que si le mishkav pourra aussi être purifié au mikvé. Donc, si le mishkav est fait en textile ou s'il est fait en bois ou en métal, pourra être purifié au mikvé. Donc, il va être tamé. Mais s'il est fait en argile, il ne peut pas être purifié au mikvé. L'argile n'est pas purifiable au mikvé. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas tamé de quoi. Pourquoi Ktanim? Par Ktanim, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi. On aurait pu dire par. Ouais, apparemment, c'est la même chose pour par Gadol. Il faudrait voir là-bas. Regardez dans Feidalet, vous aurez sans doute la réponse à votre question. C'est parce qu'il faut s'asseoir dessus, donc ils sont
Peut-être que c'est voilà, c'est Sinon, sur lequel. Sinon, ce sont déjà armes. C'est ça, peut-être. Voilà une bonne idée. Pour servir de tabouret, il ne faut pas que ce soit trop élevé, surtout. Voilà. C'est peut-être ça. Alors donc, maintenant qu'on a expliqué que les pachim ktanim sont théorim bezav. Par contre, elles sont tmeim bemetz vesheret. Parce que cette règle ne vaut que pour le zav. Mais pour toute autre source d'impureté, même si c'est pas purifiable au mikvé, bah tant pis, c'est tamé et puis on peut plus rien en faire. Et après, si on veut, il n'y a pas d'autre solution pour le purifier que de le casser. Comme le tanouro shel achnai. Donc, si déjà les pachim ktanim, qui sont à or bezav, sont impures, bemet vesheretz, malgré ça, quand elles ont été touchées soit par un mort, soit par un sheretz, elles deviennent impures. Istama, ce petit chapeau, chez tamé bezav, qui lui, il n'y a pas de raison de dire qu'il ne serait pas tamé bezav. Pourquoi ? De shayach ba midras, parce qu'on peut s'appliquer la règle du midras. Midras, c'est mishkav moshav. Vous faites asseoir dessus. On peut très bien imaginer qu'il utilise ce chapeau comme coussin. Et donc, c'est midras. Et Tosfot ne se contente pas de le dire miko arsvara, il apporte une preuve. La preuve en est kemo bekippa, comme la kippa, la calotte de Hamar, dont on a dit dans Kelim, Perekafret Mishna'e, kippa, chez Netanato, le Sefer Torah, ta'or mina midras. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une calotte qui avait été rendue impure par un zav à titre de midras et qu'on a décidé de consacrer pour un Sefer Torah. C'est-à-dire que pour habiller le Sefer Torah, on a mis dessus une calotte comme couvercle, ta'or mina midras. À partir du moment où on l'a consacré au Sefer Torah, plus personne ne va jamais s'asseoir dessus. Donc ça lui fait perdre son statut de Mishkav et Moshav, et donc ça lui fait perdre sa Touma. Voilà ce qu'on voit là-bas dans la Mishnah de Kelim. Nous, Tosfot n'apporte ça uniquement comme preuve qu'une kippa peut avoir un din de Midras. Et donc c'est sûr que la Istama, elle a un statut de Midras. Et comme elle peut être purifiée au mikvé, parce que les tissus peuvent aller au mikvé, donc c'est sûr que ça va être tamé bezav. Donc, on récapitule. Les pachim ktanim ne sont pas tamé bezav, mais sont tamé bemet vesheret. Le istama est plus grave que le pachim ktanim parce qu'elle est tamé bezav. Donc, si elle est tamé bezav, qu'elle va chomer, qu'elle va être tamé bemet vesheret. Et c'est pour ça qu'elle va être tamé vesheret. Chez Elodin, chez mitamé bemet vesheret. Et c'est ça la réponse à la question. Alors maintenant se pose la question, mais alors on avait quand même dit que on a quand même vu la Gemara d'Afsamordal de plus loin, qui va dire que le Sheretz et le Met ne rentrent pas Tavouï Ve'arig. Mais pourquoi ils ne rentrent pas Tavouï Ve'arig ? Puisqu'il y a ce Kalvachomer qu'on pourrait faire, comme on pourrait le faire pour le Istama, on pourrait le faire pour n'importe quel tissu. Alors cette question est soulevée par le Maharsha, le Maharam Lublin, et ils répondent, il faudra dire qu'on parle de quelque chose qui n'est pas, dont on ne fait pas un midras. Le seul cas dont on pourra dire que parce que c'est pas tavouï ve'arig, c'est pas mekabel touma, il faudra dire qu'on parle de type de tissu, mais des tissus sur lesquels on ne s'assoit jamais. Ça sera rare à trouver, mais enfin on pourra imaginer que ce soit des tissus sur lesquels il n'y a pas de capacité de midras. S'il n'y a pas de capacité de midras, il n'y a pas pu faire le kalvachomer. Voilà la réponse de Tosfot. Donc finalement, Tosfot a validé la réponse de Rashi, mais il a complété. Il a expliqué pourquoi Met et Sheretz ne sont pas concernés par cette règle, parce que eux, ils vont rendre tamé par Kalvachomer des Pachim Ktanim. Ensuite, Tosfot poursuit et dit Ube Haruch Perash Istama. Dans le Haruch de Rabbi Nathan de Rome, dans son lexique, il a donné une autre explication de Istama que celle de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit ? Khatir. Alors, c'est une troisième explication. Nous, je vous en ai cité deux au début, celle de Rashi et celle de Rabbeinu Hananel et du Rif qui étaient pour les mouches. Là, on va voir qu'il y a une troisième explication sur le Istama. Ce qui n'est pas étonnant, parce que chaque fois qu'il y a, comme je le dis souvent, quand il y a quelque chose qui est hermétique dans la Gemara, eh ben, ça donne lieu
a de multiples explications. Donc là aussi, on a un mot istama, et qui avait été ensuite clarifié par le mot bisionné, et ensuite par kaliaprouché. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc ça pouvait donner lieu à différentes interprétations. Alors voilà ce que dit le Harour. Khaticha shel beged, c'est un morceau de vêtement, de tissu, muzhav, doré, donc c'est du tissu qui est doré, ukvu inba, avanim tovot ou margaliot. Et sur ce tissu doré, on a fixé des pierres précieuses et des perles. Donc c'est un vrai bijou, c'est un vrai bijou, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Alors d'après ça, ou le fisé, pourquoi Tosfot nous dit ça ici? Parce que ça va résoudre plus facilement la question de savoir pourquoi c'est pas Metame Benegaïm, mais c'est Metame Bemet Vesheret. Ou le fisé Nicha, de Metame Bemet ou Shratzim, on comprend très bien que ce type d'accessoires reçoivent une pureté par le mort ou par les Shratzim, que chez Artarchit, parce que ça a un statut de bijou. Et nous verrons plus tard dans la Gemara que les bijoux, c'est un Kéli, ils ont un digne de Kéli, ils sont Mekabel Touma, comme tous les Kélim. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait une Touma de Negaïm et qu'il y ait une Touma de Met et de Sheret. Par contre, la question se pose, et pourquoi il n'y a pas de Touma de Negaïm? Aval ben Negaïm lo. Pour Negaïm, c'est évident que non. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a une partie tissu, mais En a Begedika, dans cet accessoire, dans ce bijou, la partie tissu, elle est pas basique, c'est le support. C'est un support, donc c'est un mahamid, mais c'est tout ce que c'est. C'est important, mais c'est pas l'essentiel. C'est dans le bijou, dites à l'utilisatrice, vous lui demandez à l'utilisatrice, elle a des pierres précieuses qui valent chacun 1 million d'euros, et puis il y a le tissu là qui vaut quelques euros. C'est quoi le plus important pour vous? Ah, bah c'est le tissu, c'est important. C'est mahamid. Bon, donc, Benegaïm lo, Sheena Begedika, qui mazaav, il y a déjà l'or, Vavanim Tovot, elle est pierre précieuse. Umeaï Ta'aman Ami, En Ba Mishum Kilaïm. Et c'est la raison aussi pour laquelle il n'y aura pas Kilaïm, parce qu'on ne lui donne pas un statut de Beged. Donc voilà, ce que Tosfot venait nous dire, c'est qu'il y a une troisième chita du Harour qui a l'avantage de la simplicité. À partir du moment où on explique ça comme il l'a expliqué, il n'y a plus de problème. C'est normal qu'il n'y ait pas Toumat Negaïm, c'est normal qu'il n'y ait pas Kilaïm, parce qu'on n'a pas de vêtements ici. Et c'est normal qu'il y ait Toumat Cheret, Emet, parce que c'est un tarchit. La seule question qui resterait, c'est mais comment il fait rentrer ça dans Kalia Prouché? Il faudra aller voir dans le Harour comment il a expliqué pourquoi ça s'appelle Kalia Prouché. Mais ça n'a pas été cité par curieusement le Agod Vesiunim qui rapporte souvent d'autres explications. Je regarde dans Zaïn, est-ce qu'il l'avait dit? Dans Zaïn. Non, c'est pas Zaïn, c'est quoi comme lettre? C'est un Dalet. Dalet. Ah oui, on l'avait vu. Il avait ramené de le Harour, Erer, Av, Perach, Av Zainé. Sur Bisionné, il avait dit Av Zainé. Et il avait dit Tzitz, Perouche Tzitz. Mais Kalia Prouché, je ne sais pas comment il avait expliqué. Mais alors, même si c'est le support, pourquoi il n'y aurait pas Kilaïm? Parce que c'est quand même une pièce de tissu, même si parce qu'on regarde l'ensemble. On n'a pas une vision analytique. Vous ne pouvez pas dire j'ai ici un vêtement et j'ai ici un. Non, c'est pas comme ça. C'est même pas sous forme de vêtement, c'est une petite pièce de tissu qui est support de ces bijoux, etc. C'est pas un vêtement. La Torah, elle a dit Beged Kilaïm Shatnes. C'est pas un vêtement, c'est un tarchit, c'est un bijou. La Torah n'a parlé de Kilaïm que sur les vêtements. Beged Kilaïm Shatnes, c'est pas un vêtement. Ça peut être un vêtement qui est rempli de pierres précieuses. Mais c'est pas le cas là. Là, si vous aviez une grande veste et sur laquelle vous mettez une broche, bien sûr, là la broche, ce sont deux choses différentes. On a un vêtement et on a une broche. Mais là, c'est pas le cas. On a un bijou.
Et ce bijou, il a un support souple en fibre textile, mais il n'a pas. Porté. Mais le bijou est fait pour être porté, mais c'est pas un vêtement. Ça n'a pas un digne de bégued. Un diadème en or, c'est porté. C'est un bégued? Non, c'est un bégued. Et bien là, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est du tissu, il ne faut pas s'accrocher au tissu. Il faut s'accrocher à avoir une vision globale. Dans la vision globale, il est clair que l'ensemble, c'est pas la partie tissu, elle est négligée. Négligeable et négligée. On peut pas donner à l'ensemble. Il faut avoir une vision synthétique. Donc, je vous pose la question. Vous avez compris ce que c'est. Il y a une petite bande en tissu sur laquelle on a mis des choses faramineuses. Et c'est fait pour parer. Il y a que les gens très très importants qui portent ça. Je vous pose une question simple. Pour vous, c'est un bijou ou c'est un vêtement? C'est un vêtement. Un vêtement, c'est pas ça. Un vêtement, c'est quelque chose qu'on met sur soi, un chapeau. C'est pas un vêtement, c'est un bijou. Il faut voir ça de façon synthétique. Hein? Le met sur elle, c'est quoi? C'est un fichier? Je sais pas. N'importe où. Je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Elle peut mettre sur la figure, elle peut mettre sur l'accrocher à ses vêtements. Ça n'a aucune importance. Justement, le diadème. Ah oui, il a dit diadème. Là, c'est vrai qu'il avait dit diadème. Il semblerait que c'est fait pour être mis sur le front, puisqu'il a dit tzitz. Si je me réfère, Tosfot ne l'a pas dit, mais si je me réfère à ce qui est écrit ici dans la Gaot Vetsiyunim, qui rapporte tzitz, alors c'est sur le front. Et donc c'est vrai, c'est pas un vêtement. On met pas de vêtements sur le front. Donc un diadème, même si c'est sur un support tissu chacun, ça ne pose pas de problème. Voilà. D'après le Harour, tout au moins, c'est pas encore la halakha. Après, il faut voir s'il y a d'autres. Mais ça se comprend très bien logiquement. Oui, c'est quand même assez étonnant parce qu'on a dit par exemple un matelas. Un quoi? Un matelas, c'est un vêtement. Un matelas, c'est un vêtement. C'est un type de vêtement. Oui. C'est fait pour protéger. C'est fait pour protéger le corps. C'est fait au service du corps. Donc ça peut avoir un digne de vêtement. Parce que là, c'est pas du tout fait pour la protection du corps, pour le confort du corps. C'est tout à fait une autre approche. Voilà. Et donc la troisième chose était claire. Eliot Simba le Roshut Arabim, on sait pourquoi, de peur qu'elle le décroche pour le montrer à ses copines, qu'elle oublie que c'est Shabbat et qu'elle marche avec. Alors on continue la Gemara maintenant. On va bientôt faire la pause, mais on continue encore un petit peu. D'ailleurs, on avait déjà vu la suite, donc c'est encore de la révision. Mishou Rabbi Shimon Amrou, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a rajouté un quatrième avis, un quatrième enseignement plutôt, sur ce Istama. Af en ba mishum atarot kalot, qu'elle ne s'est pas concernée par la défense qui a été faite par nos maîtres après la destruction du temple aux jeunes mariés, le jour de leur mariage, de porter des couronnes. Ça n'est pas considéré comme une couronne qui a été interdite. Et la question avait été, mais pourquoi? Alors que pour les khatanim, on a tout interdit, et là, on fait une exception. Et on avait répondu, me semble-t-il, que c'était Kala et Kilou, comme ça, que des Shelotit Gane al-Bala, Ritva Beshen Ravenutam. C'est quand même important que la Kala apporte quand même quelque chose de beau pour faire plaisir à son khatan. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une exception. Voilà, fin de la digression que la Gemara avait faite sur les Istama. Comment on est arrivé à parler de Istama? Je fais maintenant un rappel, parce que on avait parlé de Kavla. Dans la Mishnah, on avait dit que parmi les choses que la femme n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat, le Roshut Arabim, lo bekavul le Roshut Arabim. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans la Gemara que Rabbi Yanaï avait dit, mais le mot kavul en hébreu a deux sens. Donc moi, du coup, je ne sais pas de quoi parle la Mishnah. Est-ce qu'il s'agit de Kippa Shel Tsemer, la calotte de laine que la femme mettait sous son chapeau, ou alors il s'agit de Kavla de Avda, de l'insigne d'esclave qu'on faisait porter aux esclaves pour que les gens savent que c'est un esclave. Si on dit que la Mishnah interdit
elle parle que du Eved, on pourra supposer que par contre, Kippa Shetsemer, elle peut sortir avec. Parce que dans Kippa Shetsemer, le risque qu'elle ne sorte qu'elle est moins fort, parce que si elle le sort pour montrer à son ami, elle va devoir soulever son chapeau, enlever la calotte et montrer ses cheveux. Donc c'est risqué. Donc elle le fera moins que le évêque qui a tout intérêt, lui, à l'enlever pour ne pas que les gens sachent qu'il est évêque. Par contre, si on dit que la Mishnah parle de Kippa Shetsemer, alors Kal Vachomer, la Mishnah n'en a pas parlé, mais on saura à plus forte raison, pour le Kava de Havda, c'est aussi Assour. Donc Rabbi Yanaï a dit, moi je ne sais pas. Rabbi Abaou a dit, moi je pense que Mistabra, qu'il s'agit de Kippa Shetsemer. Et il a apporté une preuve, une braïta, de laquelle on voyait qu'eux, ils ont parlé de Kippa Shetsemer. Donc d'après Rabbi Abaou, la Mishnah parle de Kippa Shetsemer. Elle interdit de sortir avec des Rosh Hashanah. Et sous-entendu, Kal Vachomer, pour le Kavla de Havda, mais on n'en parle pas. Voilà le point où nous en sommes. Et après, on a la Braïta qu'il a cité en preuve, parlait de Istama, et c'est ça qui nous a amené à faire une digression sur Istama. Maintenant qu'on a fermé la digression, on revient à la Gemara, et qu'est-ce qu'on a dans la Gemara? Dafnul Chet Amud Aleph, Ushmuel Amar, Kavla de Havdatna. Et il n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par Rabbi Abaou. Il dit non, moi je dis le Kavla, c'est Kavla de Havda. Et par contre, alors apparemment ça veut dire, et par contre la kippa de Tsemer sera interdite, sera permise. Comme ça on aurait compris apparemment. Regardez Rashi, ou Shmuel Amar, Kavul de Matnitin, Kavla de Havda. Shmuel dit, vous voyez que Shmuel Amar, c'est pas Amar Shmuel, c'est Shmuel Amar, c'est la Shon Plukta. Shmuel est en désaccord, il dit que le Kavul de la Mishnah, c'est Kavla de Havda. Et donc, il est en désaccord avec Rabbi Abaou. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que Shmuel pense que la kippa chez le Tsemer sera permise? C'est ce qu'on avait dit, nous. Si on interdit les kavla de Havda, c'est la Mishnah parle que de kavla de Havda, c'est qu'elle pense que kippa chez le Tsemer est permis. Mais le Pnei Yoshua dit que ce n'est pas obligé. On peut très bien comprendre que Shmuel n'est pas du même avis que ce qui a été dit précédemment, et que lui, il pense que la kippa shel tsemer, elle est assour aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il s'agit ici de kippa, de kavla de Havda, si kippa shel tsemer est interdite? Alors il dit parce que, comme dans la Mishnah d'après, on a déjà vu, Rachid nous l'avait cité, dans la Mishnah qui viendra plus tard, il y a écrit que kavla, c'est mutar le chatser. Et là, la chita de Rashi sera que, de toute façon, d'après tout le monde, même celui qui dira qu'ici c'est Kavla de Havda, là-bas c'est Kippa Shel Tsemer. Et si on a une Mishnah qui nous dit que Kippa Shel Tsemer, dans le Khatser, c'est Moutar, tout le monde comprend que dans le Reshut Harabim, c'est Assour. Et donc, c'est pas la peine de me dire deux fois. Donc, c'est pour ça que Shmuel préfère dire qu'ici, on parle de Kavla de Havda, parce que c'est pas la peine de dire que Kippa Shel Tsemer va être Assour. Il est Assour. Mais c'est pas la peine de me dire qu'il est assour, parce qu'après on va dire qu'il est Moutar B'Khatser. C'est Moutar B'Khatser, c'est qu'il est assour dans le Reshut Harabim. Donc voilà ce qui est possible. Il est possible que Shmuel soit d'avis que le Kippa Shel Tsemer et le Kavla de Havda sont tous les deux assour dans le Reshut Harabim, sauf qu'il pense qu'ici on parle de Kavla de Havda dans la mesure où le Kippa Shel Tsemer sera traité dans la Mishnah d'après. On fait une pause?